ce que je vais vous présenter, c'est un sommaire très rapide du travail qu'on a fait depuis 20 ans. On est parti d'une préoccupation importante, c'était de savoir de quoi on parlait quand on parlait de pouvoir d'agir, de développement de pouvoir d'agir. Et notamment le terme empowerment en anglais, qui est extrêmement galvaudé. D'abord parce qu'il a beaucoup de signification dans le langage courant en anglais. Le terme empowerment sert dans les publicités, par exemple. Empower yourself. Ça sert à toute sauce. Et en fait, c'était une façon qu'avaient trouvé les Américains, qui ont beaucoup utilisé ce terme-là à l'origine, pour parler d'une acquisition de pouvoir. Mais c'était compliqué parce que dans les entreprises, on utilise également le terme empowerment pour parler de dévolution de pouvoir, du fait de donner du pouvoir à des cadres, à des employés intermédiaires. Donc, il fallait savoir ce que voulait dire le terme empowerment. Donc, on a commencé par faire un travail théorique pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière ce terme-là, et on s'est aperçu qu'il y avait un trésor, c'est-à-dire une articulation très concrète entre le collectif et le personnel. Et je dis bien le personnel et non pas l'individuel, parce qu'on va voir qu'une des choses fondamentales de cette approche, c'est qu'on considère que les acteurs sont des personnes. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais faire effacer la personne derrière l'acteur. Les habitants ne sont pas juste des habitants, ce sont des personnes qui habitent quelque part. Les chômeurs sont des personnes qui n'ont pas d'emploi, etc. Et cette articulation des acteurs en contexte, c'est la notion qu'on utilise, permet de ne jamais perdre de vue la dimension individuelle, personnelle, et de toujours la mettre en relation avec la dimension contextuelle et structurelle. Donc, ce que je vais vous faire faire, c'est un passage synoptique dans la matière du bouquin qu'on a écrit, et qui va vous montrer, en gros, de quoi on parle et comment on s'y est pris. Juste avant, de vous dire qu'après la partie théorique, on a été mis en demeure par les praticiens d'arrêter d'en parler et de commencer à en faire. Et on nous a dit, c'est bien beau tout ça, mais comme on dit au Québec, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait ça? L'idée est jolie, mais les pratiques ne sont pas développées. Et on a constaté qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de pratiques centrées sur le développement du pouvoir d'agir, du moins de pratiques mises à l'épreuve. Il y avait beaucoup de déclarations. Beaucoup de gens déclarent qu'ils font du développement du pouvoir d'agir parce que c'est joli et ça correspond à leur intention. Mais en fait, ils parlent d'un vœu pieux le plus souvent. Donc on a essayé de mettre au point une approche, c'est-à-dire une façon de penser, d'être et d'agir qui puisse contribuer à soutenir le développement du pouvoir d'agir des personnes et des collectivités, pas au sens français du terme, parce qu'évidemment on n'était pas franco-centré, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire des groupes qui se mettent ensemble pour agir ensemble. Ce que vous appelez ici des collectifs. Mais ça peut correspondre à des collectivités virtuelles aussi, et même informelles. Donc ce n'est pas juste des collectifs formels. Alors on peut passer la diapo suivante. On a commencé par une base philosophique, notamment avec Ricoeur. Je ne m'étalerai pas sur Ricoeur ce soir, mais disons simplement qu'on a compris qu'une des sources de souffrance fondamentales de la condition humaine était le sentiment d'impuissance. Le fait de ne pouvoir, comme disait Laborie, ni fuir ni se battre. Donc de se retrouver dans une situation où en fait on est coincé, puisqu'on est soumis à un stress ou à une situation dont on voudrait fuir et on ne peut pas fuir, et on n'a pas les moyens de se battre pour toutes sortes de raisons, et on s'autodétruit. On détruit notamment ce qu'on va appeler le rapport à l'action, c'est-à-dire le sentiment que je peux faire quelque chose, j'ai la capacité, comme dit Ricoeur, l'homme capable de Ricoeur, j'ai la capacité à faire en sorte d'agir sur le monde dans une direction de ce qui est important pour moi. J'ai une influence sur les choses. Et quand c'est très détérioré, je ne crois plus à cette influence. J'ai l'impression que de toute façon, quoi que je fasse, ça n'ira jamais dans le sens de ce qui est important pour moi. Et le fait de perdre ce désir d'influence entraîne une difficulté à se projeter. On trouve ça beaucoup chez les jeunes. Les jeunes adolescents qui ont accumulé des échecs dans le passé ont un mal fou à se projeter. Ne leur demandez pas ce qu'ils vont faire la semaine prochaine. Déjà, demain, c'est un grand futur. Et cette difficulté à se projeter, c'est qu'ils ne peuvent pas se baser sur des succès. C'est pareil pour les collectifs. On a au Canada la problématique des communautés amérindiennes
qui ont accumulé avec la colonisation une série d'échecs et qui ont perdu souvent la foi en leur propre culture et leur propre capacité à se développer collectivement. Et ils tombent dans une forme d'apathie collective qui entraîne toutes sortes de problèmes sociaux qu'on a d'ailleurs tendance à leur remettre sur le nez, comme si finalement il n'y avait rien de structurel dans tout ça, alors qu'en fait ils sont pris au piège structurellement. Donc la première des choses qu'on constate, c'est qu'il faut pouvoir agir pour s'épanouir. C'est-à-dire que l'épanouissement personnel ou collectif passe par l'action. On a beau travailler d'un point de vue purement psychologique sur une situation passée, de toute façon, la question va toujours se poser à un moment donné, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ou et maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et on a découvert également que le passage à l'action était un déterminant très important de l'affranchissement. C'est-à-dire que pour pouvoir, j'y reviendrai tout à l'heure, mais pour pouvoir s'affranchir d'une difficulté, il faut pouvoir agir. On ne s'affranchit pas mentalement. L'action devient nécessaire. Par ailleurs, d'un point de vue collectif, si on arrive à faire en sorte que les pratiques sociales permettent de développer une société plus juste, en soutenant les personnes et les collectifs à jouer un rôle actif dans l'évolution de la société, dans la réforme, dans le changement collectif, on va donc vers une société plus juste, vers une société dans laquelle les rapports de pouvoir seront plus distribués. Donc, la thèse un peu qui est derrière tout ça, c'est que développer le pouvoir d'agir, personnel, c'est bon pour les personnes, collectif, c'est bon pour la société, puisque ça permet de réduire les inégalités et de lutter pied à pied pour avoir une société plus juste. Et ce qu'on a constaté également, c'est que vous êtes, comme travailleurs sociaux, comme intervenants dans le réseau social, à un endroit stratégiquement extrêmement puissant pour permettre un changement collectif. C'est-à-dire que vous pouvez, par la position que vous avez, par l'espace où vous vous trouvez, agir stratégiquement pour faire changer les choses au quotidien. C'est un peu l'image que j'utilise, c'est souvent l'image des gonds sur une porte. Les gonds sur une porte sont des petites pièces métalliques qui finalement, en termes de poids et de proportion, sont beaucoup moins lourds qu'une porte, mais ils sont capables de faire bouger une porte quand ils sont placés stratégiquement. Donc si on place les gonds au bon endroit, on fait bouger une porte. Si on place les travailleurs sociaux dans la bonne posture, on fait bouger la société. C'est un peu ça l'idée. Alors des principes de base. Chacun de ces principes-là pourrait faire l'objet d'un exposé de 3 heures. Regardez avec moi, c'est pas compliqué de faire un exposé de 3 heures, mais quand même. Et la première chose, c'est que tous les enjeux sont légitimes du simple fait de leur existence. Alors légitimes, pas au sens qu'ils sont vrais, pas au sens où ils sont justes, au sens où ils ont le droit d'exister. Tout simplement parce qu'ils existent. C'est-à-dire que devant les enjeux de l'autre, de la société, de partenaires de société, de politiciens, de maires de municipalités, etc., on a souvent tendance à dire il ne devrait pas penser comme il pense. Il ne devrait pas vouloir ce qu'il veut. Il devrait vouloir le bien-être des autres tel que moi je le définis, ou tel que nous on le définit. Il devrait penser comme nous. Sur cette base-là, il n'y a aucun moyen de contribuer à un pouvoir d'agir collectif parce qu'on place l'autre à l'exclusion du problème. On l'exclut de la définition du problème. Tant qu'il pensera comme il pensera, on ne peut pas travailler avec lui. Le problème, c'est que quand vous faites en sorte d'écarter un enjeu en le mettant à la porte, il rentre par la fenêtre. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas pris dont ces enjeux ne sont pas pris en considération va faire entendre ces enjeux d'une manière ou d'une autre, soit en bloquant les processus, soit en intervenant indirectement. Donc, ça nous amène à voir que d'un point de vue pragmatique, et le point de vue qu'on adopte ici, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est ce qui est viable. Donc, ce qui est viable, c'est forcément de prendre en considération les enjeux de l'autre. On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas les nier. Premier principe de base. Deuxième principe de base, les acteurs sont des personnes. Très souvent, quand on réfléchit en termes de collectif, on fait disparaître les différences individuelles.
parce que vous êtes militant dans une association, vous devez penser comme l'association pense, de façon complète, être d'accord complètement avec, ou alors vous trahissez la solidarité. En fait, il faut trouver une manière pour chacun d'être solidaire tout en restant différent, unique. Donc comment traiter la différence de manière à ce qu'on ne confonde pas égalité et identité, c'est-à-dire qu'on ne confond pas être égal et être pareil. Et on voit souvent que c'est un problème majeur parce que les gens dans les collectifs sont souvent appréhendés comme simplement sous l'angle de leur militance, comme si tout le reste de leur personnalité disparaît, leur particularité disparaissait. Et c'est un sacré problème parce que, à force de faire en sorte qu'on s'adresse à moi uniquement sous l'angle de la militance, on fait ce qu'on appelle de l'étiquetage. C'est-à-dire on me met sur la tête un aspect de ma personne et on ignore tous les autres. Un peu comme un médecin quand il vous dit « j'ai rencontré une appendicite ce matin ». C'est-à-dire qu'il a complètement effacé la personne derrière le problème. Eh bien, j'entends souvent des gens dire « j'ai rencontré des militants ce matin ». Mais ce n'est pas que des militants, ce sont des personnes. Et le fait de prendre en considération les personnes va permettre de dénouer beaucoup de situations qui ne sont pas faciles à dénouer si on considère simplement l'aspect militant. Seule l'action est médiatrice. On ne convainc pas quelqu'un en lui disant qu'il peut réussir. On ne parvient à convaincre quelqu'un qu'il peut réussir, ou un groupe qu'il peut réussir, qu'en le mettant en situation de réussir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier son expérience. On peut relativiser le point de vue qu'a l'intervenant à notre propos, on peut relativiser les succès que l'on nous attribue, mais on ne peut pas nier qu'on a fait ce qu'on a fait. Et c'est un levier extrêmement puissant pour travailler avec les gens qui ont détérioré leur rapport à l'action, en collectif ou en individuel. Parce que si vous amenez des gens à constater que ce qu'ils pensaient ne pas pouvoir faire, ils l'ont fait, ils sont pris devant une constatation fondamentale qu'ils ne peuvent pas nier. Ils ne peuvent pas nier ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont réussi. Et là, on commence à inverser la détérioration du rapport à l'action pour entrer dans une spirale de succès. Voilà. Donc, ces trois principes qui sont très complexes, qui ont beaucoup d'implications, qu'il faudrait pouvoir débattre en long, en large et en travers. On les a expliqués dans le bouquin. L'important étant de considérer que cette approche part sur ces trois principes-là. Maintenant, qu'est-ce qu'aider ? Quel est le but des pratiques sociales ? Selon les acteurs à qui on pose la question, la réponse est très différente. Si vous demandez à un bailleur de fonds quel est le but des pratiques sociales, il vous donnera une définition très structurelle. Si vous demandez à une personne concernée quel est le but des pratiques sociales, personne concernée étant une personne qui vit avec le problème, et vous donneront une réponse différente. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait deux grands modèles. Le modèle du policier, c'est-à-dire le modèle du contrôle social, où vous êtes plus ou moins mandaté pour faire en sorte que la pauvreté n'envahisse pas les quartiers bourgeois, que tous les problèmes sociaux restent à un niveau tolérable, et même de façon très généreuse que l'on puisse améliorer le sort des pauvres gens. Mais le but, c'est de faire en sorte que personne n'abuse. C'est la fameuse hypothèse selon laquelle, si on laisse une personne en situation d'être prise en charge, elle va tricher pour en faire le moins possible. En fait, quand on réfléchit à cette question de tricheur, on s'aperçoit qu'elle c'est statistiquement très très bien distribuée. Il y en a partout, dans toutes les couches de la société. Et on n'a jamais trouvé qu'il y avait plus de tricheurs chez les pauvres. Il y en aura peut-être même peut-être moins. Donc en fait, en tout cas, le cadre policier, c'est un cadre de contrôle. Donc on veut s'assurer, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'aide conditionnelle. C'est très joli, mais c'est du flicage. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est de faire en sorte que la personne fasse quelque chose en contrepartie de l'argent qu'elle reçoit, avec le mythe de la personne passive. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de pouvoir d'agir et non pas de pouvoir de s'agiter ou de pouvoir d'être actif. Il ne s'agit pas de s'agiter et d'agir pour agir, ni d'être actif comme si le problème était de la passivité. Mais souvent, on va considérer un petit peu la nécessité de contrôler les personnes qu'on veut accompagner pour qu'elles s'activent au sens où elles seraient passives, elles seraient apathiques. En fait, elles ont détruit leur rapport à l'action ou leur rapport à l'action a été détruit, ce qui est complètement différent de la passivité.
Sauveur, ça c'est la grande majorité des pratiques, c'est-à-dire c'est la situation où on met les gens en position d'être pris en charge. C'est la grande utopie de l'État-providence qui pensait qu'il pourrait prendre en charge les problèmes des gens jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus. C'est-à-dire que tant qu'ils avaient besoin d'un service et d'un soutien, on allait en développer. Et on a développé toute une professionnalisation de l'aide à partir de cette époque, les années 60. Et on a confié ça au corps médical. C'est des psychiatres qui ont formé des psychologues, c'est la logique médicale qui a dominé. Et la logique médicale, c'est une logique guerrière, on pourrait dire. C'est-à-dire c'est une logique où on va vaincre la maladie, où on va se battre contre les problèmes, où on va intervenir massivement et où la seule personne qui est compétente dans l'affaire, c'est le professionnel qui est valeureux guerrier à l'attaque du mal. Donc ce côté cow-boy un peu est très fort et très distribué dans les pratiques sociales où professionnellement on nous fait croire que si on apprend la bonne technique, que si on la maîtrise très bien, à elle toute seule, elle va résoudre le problème. Donc, si vous savez traiter les problèmes d'estime de soi comme on vous a appris, normalement, la personne n'aura plus de problème d'estime de soi après. Qu'elle soit dans une situation défavorisée dans un quartier pauvre et qu'elle ait plein de raisons de trouver que sa vie n'est pas terrible, ne devrait pas avoir d'influence sur son estime de soi. J'ai même vu des interventions dans des quartiers difficiles où on faisait des stages d'épanouissement personnel en persuadant les gens que la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de devenir positif. Soyez positif et les problèmes disparaîtront. C'est un peu l'hypothèse qu'il y a derrière la position de sauveur, c'est vraiment l'idée qu'à lui tout seul, un professionnel, parce qu'il maîtrise une technique ou une série de techniques ou une série de positions d'attitude, va résoudre des problèmes qui sont par nature des problèmes qui sont structurels et personnels, c'est-à-dire qui ont une origine structurelle et des impacts personnels. Donc évidemment, si on travaille que sur les impacts personnels, l'origine structurelle demeurant la même, elle va continuer à produire les mêmes problèmes et on va s'intéresser à la personne qui va revenir avec d'autres problèmes en disant « ben là, comment ça se fait que vous n'êtes pas capable de les régler tout seul ?» On appelle ça la double victimisation. Vous êtes non seulement victime d'une première situation qui est compliquée parce qu'elle est structurellement déterminée, mais vous êtes aussi victime de l'intervenant qui vous engueule parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul. Évidemment, il ne vous engueule pas directement, mais il va vous poser des questions qui vont insinuer que si vous y preniez mieux, vous pourriez vous en sortir. Ce qui fait que vous rentrez avec un problème, vous ressortez avec 2. C'est pas rare que vous sortiez avec 3 d'ailleurs. Le but, que ce soit au niveau collectif ou au niveau personnel, c'est de restaurer le mouvement. C'est-à-dire, c'est de permettre aux personnes d'avancer dans la direction de ce qui est important pour elles. Je m'aperçois que c'est tellement évident pour moi que je n'ai pas mis de définition de DPA. On travaille avec la définition suivante. Le DPA, le développement du pouvoir d'agir, c'est la possibilité d'avoir plus de contrôle sur ce qui est important pour soi, ses proches ou la collectivité à laquelle on s'identifie. Plus de contrôle étant une plus grande capacité à réguler les événements de sa vie. Alors c'est un pouvoir de contrôle qu'on exerce ou qu'on développe individuellement ou collectivement. Fondamentalement, c'est la même mécanique. Et le but de développement du pouvoir d'agir, c'est de restaurer le mouvement, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens redeviennent acteurs de leur vie, redeviennent acteurs de leur existence, de telle manière qu'ils puissent avancer par eux-mêmes et retrouver la dignité de l'homme capable, pour reprendre l'expression de Ricoeur. Alors, quelques petites nuances qui sont importantes. Vous savez, le fameux débat, faut-il apprendre à pêcher ou donner un poisson? En fait, on ne se propose jamais de regarder si la rivière est accessible, si les berges sont propres, et s'il n'y a pas une compagnie de chalutiers qui est passée dans la rivière et qui a bouffé tous les poissons. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir s'il faut pêcher ou apprendre ou donner un poisson. Il faut d'abord donner un poisson, parce que si on n'a pas la force d'aller pêcher, on ne peut pas aller pêcher. Il faut apprendre à pêcher, mais il faut aussi s'occuper de l'état des berges, de la législation qui permet l'accès à la berge et de l'état de pollution de la rivière.
Et là encore, on retrouve la victimisation ou le caractère sauveur, c'est très souvent les institutions vont considérer que si on vous entraîne à bien pêcher correctement et qu'on vous prête le matériel, vous devriez revenir avec du poisson. Sinon, vous avez un problème de compétence à pêcher. Et on fait comme si tout le reste des variables qui vous permettent d'accéder au poisson n'existait pas. Le problème majeur, c'est qu'un groupe de personnes qui décident d'apprendre à pêcher et d'aller pêcher et qui revient sans poisson s'accuse elles-mêmes de cette incompétence, c'est-à-dire s'attribue l'échec. Et dans ces cas-là, non seulement on n'a pas aidé les personnes, mais on les a abîmées. Ce qui nous amène à considérer que les approches sauveurs ou policiers ne sont pas simplement pas très aidantes, elles sont parfois, et même dans des cas assez fréquents, dommageables. Il y a un humoriste qui avait fait un sketch dans lequel il disait, une personne aidée disait à un aidant professionnel, « Surtout ne m'aide plus ». Parce que chaque fois que tu m'aides, les choses se détériorent. Et ce n'est pas complètement faux. On ne peut pas passer des fleurs en tirant dessus. Non, ça c'est une expression un peu triviale pour dire que le passage du temps est un élément essentiel. On ne convainc pas quelqu'un de passer à l'action ou un groupe de passer à l'action en claquant dans les doigts. Plus le temps d'inactivité ou d'échec, les expériences d'échec ont été longues, plus le temps de reprendre le risque de l'action va être long lui-même. Il y a la nécessité de comprendre que plus une personne a été détériorée dans son rapport à l'action, plus elle a besoin de temps pour se restaurer et se donner confiance à nouveau. Je pourrais vous raconter toutes sortes de programmes nationaux et régionaux au Canada qui ont été des échecs patents et qui ont même provoqué des problèmes assez importants par la suite, parce qu'on a placé des personnes en situation d'agir de manière précipitée et on leur a fait vivre un échec de plus. On était bien intentionnés, mais on est allé les chercher, on leur a promis merveilles et mondes. Et quand ils ont échoué, on leur a dit c'est dommage, mais on n'a plus d'argent pour continuer. Et là, ils se sont retrouvés dans une situation pire. Je ne vous dis pas la difficulté qu'aura le prochain travailleur de rue à les mobiliser. Il aura du mal, quand il frappe à la porte, de les convaincre qu'ils peuvent s'en sortir. Donc en fait, concrètement, on les a abîmés dans ces cas-là. Donc tout ça nous a amené, avec ce raisonnement, à développer une approche pragmatique et stratégique, fondée sur ce qu'on appelle l'interactionnisme stratégique, c'est-à-dire l'idée que ce qui est important, ce n'est pas les caractéristiques individuelles ou les caractéristiques de la société, mais les modalités d'interaction entre les deux. C'est pour ça que c'est de la psychosociologie, c'est-à-dire que l'unité d'analyse, c'est l'interaction. C'est comment des gens font pour interagir entre eux d'une manière donnée des acteurs. Ça amène des raisonnements tout à fait différents de ce qu'on utilise dans les approches plus positivistes. C'est par exemple lorsque deux personnes sont en conflit. Un psychosociologue qui utilise l'approche interactionniste stratégique va commencer par poser la question: qu'est-ce que vous faites pour entretenir ce conflit? Comment ça se fait que ce conflit est encore possible? Comment ça se fait que ce conflit fonctionne? Comment vous contribuez à ce conflit? Et comment vous pouvez changer quelque chose dans votre comportement ou dans votre attitude ou dans votre perspective pour faire en sorte que ce conflit ne puisse plus tenir, pour faire en sorte que le statu quo ne puisse plus tenir? C'est une logique qui s'applique autant dans les conflits à l'intérieur d'une entreprise ou d'une organisation, donc collectif, que dans les conflits interpersonnels. On a toujours une contribution à la situation, et c'est par ce changement de cette contribution qu'on va réussir à changer quelque chose, c'est-à-dire à modifier l'interaction. Si par exemple, j'ai un exemple en tête, dans une organisation, une école de formation, un directeur refusait à son personnel d'assister à un congrès, on essayait de comprendre comment ça se faisait que le personnel en question acceptait le refus. Comment c'est possible pour le patron de simplement dire non et de ne pas avoir plus de problèmes que ça? Et on a réfléchi à comment on pouvait lui poser problème. Et on s'est intéressé à ce qui était important pour lui. Et on s'est aperçu que la réputation de l'école était importante pour lui. Et alors, ils sont intervenus en jouant sur l'axe de la réputation de l'école,
en montrant tout l'intérêt qu'il y avait pour la réputation de l'école à aller à ce congrès et tous les problèmes que ça poserait s'il se mettait à racler de la gorge et à faire savoir que le directeur n'était pas prêt à ce qu'ils aillent en congrès. Donc dans les deux cas, il avait à perdre ou à gagner dans la réputation et ils ont obtenu le droit d'aller au congrès. C'est pas magique, mais ça marche très bien. Ça marche très bien parce que ça prend en compte le mouvement et l'interactivité des relations entre les individus et les groupes ou au sein des institutions. La démarche qu'on a utilisée consiste dans un premier temps à définir le problème de manière opérationnelle, c'est-à-dire le problème, il est toujours formulé en des termes qui permettent des opérations, des actions. Donc des problèmes comme la société est pourrie, ou je suis complètement dépressif, pour nous, ce n'est pas des problèmes, c'est des énoncés. On va regarder qu'est-ce qui, dans la situation de la société pourrie, nous pose problème en particulier. Généralement, c'est beaucoup plus proche de nous que de façon la première formulation. La même chose si je suis dépressif, on va poser des questions qui vont tendre à nous permettre d'identifier en quoi le fait d'être dépressif lui pose problème. Vous voyez, ça peut paraître bizarre comme raisonnement, parce qu'on se dit, dépressif, c'est un problème. Ce n'est pas le même pour tout le monde. L'exemple que je donne souvent, c'est une personne qui vient vous voir en vous disant « je suis en train de divorcer ». Et là, vous êtes d'un seul coup pris d'un élan de compassion, et puis vous secouez la tête en disant « oui, c'est difficile, c'est une période difficile, c'est jamais facile de divorcer ». Et la personne répond « non, mon problème, c'est pas de divorcer, c'est moi qui l'ai voulu, c'est parce qu'il est parti avec la voiture ». C'est une façon de vivre le divorce qui est très particulière, mais qu'on ne peut pas deviner si on essaie de comprendre en quoi la situation du divorce pose problème. La même chose pour une institution. Vous avez une organisation qui considère que le directeur général est tyrannique. Et en fait, quand on regarde quel est le problème, c'est qu'ils essayent d'obtenir un congé annuel qu'ils n'ont pas réussi à obtenir. Mais que dans le reste de la gestion du directeur général, ils n'ont pas de problème, ou pas de problème majeur. Donc c'est beaucoup plus spécifique. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on identifie le problème de façon opérationnelle. Et ça peut paraître très facile à dire, mais je peux vous dire que c'est un des travaux les plus étonnants, parce que très souvent, on arrive à une définition du problème qui n'était pas du tout celui que la personne avait pensé au départ. Et pour ça, on utilise une approche verticale, c'est-à-dire on s'intéresse à la manifestation du problème ici, maintenant. Ici, maintenant, en quoi cette situation vous pose problème, très concrètement. Ici, maintenant, en quoi cet état de relation entre le collectif et l'institution pose problème. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il change concrètement, précisément? Donc, tant qu'on n'a pas défini le problème de façon concrète, on va pas plus loin. Et très souvent, le simple fait de redéfinir le problème de façon concrète constitue une solution pour les personnes. C'est-à-dire que, autant le problème leur paraissait une source d'impuissance parce qu'il était très gros, très large, et il semblait difficile à appréhender, autant à partir du moment où le problème reprend des proportions tout à fait opérationnelles, elles ont un pouvoir d'agir dessus et elles savent par elles-mêmes ce qu'elles peuvent tenter, ce qu'elles peuvent essayer. Ensuite, on part avec 4 axes. Le premier, c'est qu'on fait une analyse interactionniste stratégique d'acteurs en contexte en posant la question qui veut changer quoi, pour qui et pourquoi. C'est pareil, ça, c'est une question qui semble toute simple, mais qui soulève un gros paquet d'affaires. C'est-à-dire que très généralement, le changement est prescrit, mais on a oublié qu'il était prescrit. Par exemple, un chômeur va considérer qu'il ne doit pas rester longtemps sur le chômage parce que c'est socialement pas acceptable, alors qu'en fait, dans son cas, ou dans sa situation particulière, il est urgent qu'il prenne son temps, parce qu'il ne sait pas où il va s'en aller, et que s'il fait un geste trop rapide, il va retomber dans une période de chômage très rapidement. Donc, dans son cas, le fait de prendre du temps est une bonne chose. Donc, qui veut quoi et pourquoi? Qui est derrière la demande de changement? Dans les pratiques sociales, on s'aperçoit souvent que vous êtes placé en situation de jouer le relais de la demande de changement. Elle vient d'ailleurs, de l'institution qui vous emploie, du projet de loi, du programme, et elle va ailleurs, elle va auprès de la personne. Et une des choses qu'on constate souvent, c'est que l'organisation qui vous demande un changement, vous demande un changement A, la personne vous donne des moyens pour un changement A, la personne veut un changement C, et vous vous trouvez à essayer de faire un B, c'est-à-dire à essayer de concilier les directives du programme et en même temps de rencontrer la demande de la personne.
Alors on arrive à des situations absurdes où la personne demande un logement et on lui propose une indemnité ou de participer à un atelier de discussion. C'est-à-dire on lui propose ce qu'on peut lui offrir et non pas ce qu'elle demande. Vous remarquerez que j'utilise le terme demande et non pas besoin. Parce qu'un besoin, on peut le définir de façon unilatérale. Et Dieu sait si les travailleurs sociaux ne se privent pas de parler des besoins des gens. Comme s'ils étaient propriétaires de la notion de la définition de besoin. Ils savent ce que sont les besoins. Et j'en ai déstabilisé plusieurs en posant simplement la question, leur avez-vous demandé? Très souvent, ce n'était pas nécessaire, ils savaient ce qu'étaient les besoins des gens. Et ce n'est pas le cas, c'est très rarement le cas. Du moins, c'est toujours beaucoup plus précis quand c'est les personnes eux-mêmes qui font leur demande. En plus, la demande, ça suppose un acteur, ça suppose quelqu'un qui fait une demande. Et une demande, ce n'est pas forcément de l'ordre de la nécessité. Ça peut être de l'ordre de la préférence. Qui veut changer quoi? Pourquoi et pour qui? Pour le bénéfice de qui? Donc ces questions-là nous amènent à voir qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés à ce qu'une personne change ou qu'un groupe change. Mais généralement, le changement est défini par en haut. Il est peu applicable par les personnes concernées et il ne porte pas sur la nature de leur demande. Qu'en pensent les personnes concernées? Alors ça, c'est une des caractéristiques de ce modèle, c'est qu'on ne passe pas à l'intervention tant qu'on ne sait pas quelle est la définition que les personnes concernées ont du problème et des solutions. C'est-à-dire qu'il y a une expertise chez les personnes concernées qui est incontournable. Au point où on considère que si il existait un prix Nobel de l'intervention, eh bien, le détenteur de ce prix Nobel ne pourrait rien faire d'intelligence s'il ne prenait pas en considération le point de vue des personnes concernées. Quant à la définition du problème, ce qui pose problème à ces personnes-là, on l'a vu avec le divorce, c'est rigolo, mais très souvent, la nature du problème que les personnes rencontrent ne ressemble pas du tout à la façon dont le problème est défini par les bailleurs de fonds ou par les intermédiaires. Et la définition des solutions, c'est-à-dire seules les personnes concernées savent ce qui va fonctionner avec eux. Alors très souvent, on leur donne une solution clé en main qui est réputée faire l'affaire, répondre aux problèmes. Et comme généralement ça ne s'applique pas de façon concrète à leur contexte, on leur fait vivre un échec de plus. Compte tenu de ces éléments, qu'est-ce qui peut être tenté? Compte tenu de ces éléments, ici, maintenant, qu'est-ce qui peut être tenté? Une autre caractéristique de cette approche, c'est qu'on est extrêmement planté dans le vertical, c'est-à-dire dans le présent. On ne met pas de conditions préalables au changement. On ne met jamais comme condition que vous devez changer pour pouvoir changer. On prend les personnes comme elles sont, on prend les groupes là où ils en sont, et à partir de là où ils en sont, dans le contexte où ils se trouvent, avec les ressources qui sont disponibles, on commence quelque chose. Peut-être que la première des choses consiste à aller chercher des nouvelles ressources parce que les ressources sont insuffisantes. Mais on reste sur le plancher des vaches, on parle de ce qui se passe ici maintenant et de la situation telle qu'elle est. Donc les gens sont accueillis, intégrés, acceptés et pris en considération tels qu'ils sont, sans conditions préalables. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux des gens, par exemple, qui cherchent un emploi, vous devez d'abord être motivé. On va chercher un emploi avec des gens qui ne sont pas motivés. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Mais on ne part pas avec un principe qu'il y aurait un prérequis qu'il faudrait qu'ils acquièrent d'abord avant qu'on puisse les aider. Et la dernière axe, qui est l'axe fondamental, à mon avis, de cette approche, c'est-à-dire qu'on va systématiquement réintégrer l'expérience, puisque seule l'action est médiatrice. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été tenté? Quel enseignement on en tire? Et comment je peux, à partir de ces enseignements, tenter par moi-même quelque chose, ou tenter comme groupe une marche supplémentaire. Et on a généralement, grâce à cette approche, une progression exponentielle. C'est-à-dire qu'on crée les conditions d'un succès à court terme, et sur ce succès-là, les gens peuvent s'appuyer pour entamer une autre action, un autre changement qu'ils vont développer à moyen terme ou à long terme. On a même des effets d'euphorie, c'est-à-dire que le renouer de rapport à l'action, de réussir à nouveau quelque chose d'important pour eux, les amène à tomber un peu dans la toute-puissance. Si j'ai réussi ça, il n'y a plus rien qui peut me résister. Généralement, la vie se charge de les ramener sur Terre. Mais il y a un enthousiasme, il y a une énergie qui se développe dès que le mouvement est restauré. C'est-à-dire dès que les personnes peuvent à nouveau agir sur ce qui est important pour elles-mêmes, collectivement ou individuellement.
deux éléments pour terminer. En fait, on a l'air de magicien quelquefois. Parce que les gens arrivent avec un problème énorme, grand comme ça, même collectif. On arrive à une définition opérationnelle, on place les axes de changement, et d'un seul coup, ça marche. Alors, ils ont l'impression qu'on leur a donné un coup de baguette magique. En fait, on a été très opportuniste. On a utilisé les connaissances qu'ils avaient, mais qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. C'est-à-dire que c'est tellement les personnes qui apportent le contenu de l'expertise, c'est-à-dire que les gens ont une expertise expérientielle qu'ils n'ont pas la conscience d'avoir, que notre travail consiste simplement à faire émerger cette expertise chez l'autre ou dans le groupe pour lui permettre de trouver des solutions. Un exemple rigolo, je suis allé à La Réunion il y a quelques années, enfin j'y vais assez régulièrement parce que j'ai un groupe là-bas, et puis ils m'ont dit on a plein de problèmes sociaux, il faudrait que tu fasses une conférence sur la violence chez les jeunes, la consommation de la drogue, les problèmes de l'illettrisme, etc. Et est-ce que tu es capable? J'ai répondu, je connais strictement rien à ces sujets-là, mais je veux bien donner une conférence. Alors au début, ça leur a fait peur. Je leur ai dit, toutes mes conférences vont s'appeler de la même manière. Le sujet dont vous parlez, 2 points, quel est le problème? Et je me pointais devant 100 personnes, 150 personnes, en leur disant, je ne connais rien à votre sujet, et vous me direz à la fin de la rencontre si ça a été un problème. Et en fait, tout ce que je faisais pendant 1 heure et demie, c'était faire sortir la connaissance qu'il y avait dans le groupe, de la définition du problème et de la définition des solutions. La seule chose que j'avais à faire, c'était de faire en sorte de leur faire prendre conscience de leur expertise et de leur capacité à trouver par eux-mêmes la façon de poser le problème correctement et la solution envisageable et viable. Donc les gens ne savent pas qu'ils savent, mais nous, on sait qu'ils savent. Ce qui nous permet d'aborder n'importe quel sujet et de faire émerger l'expertise de chacun. Et l'idée, c'est de changer le monde au quotidien, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un changement prescrit, ni par les bailleurs de fonds, ni par les organismes militants, mais d'un changement construit, émergent, qui se développe au quotidien. Et dans ce rôle de changement au quotidien, vous jouez un rôle extraordinaire, puisque vous êtes souvent placé stratégiquement pour débloquer des situations, pour restaurer le mouvement collectif ou individuel, là où vous êtes placé, parce que vous êtes à l'exacte intersection entre le structurel et le personnel. Pour terminer, si vous voulez aller plus loin, il y a le livre qui est sorti en 2012, c'est le tome 1, le tome 2 sortira l'année prochaine, et le site du laboratoire. Donc je vais laisser ça à l'affiche si vous voulez prendre ça en note, si ça vous intéresse. Je vous remercie.